Excusez-moi. Qui a dit d'entrer, là? Ah, pardon, je peux repartir. Hein. C'est l'heure de l'hebdo, c'est ça? C'est pour ça que vous venez me voir? Ah, comment vous avez deviné? Mon sixième sens, peut-être. Bah dis donc, vous êtes fort, je sais pas comment vous faites. Cette intelligence, si... Ça va. Oui, d'accord. Bon, j'étais en train d'écrire le concept, là, d'accord. C'est un magazine, c'est ça? Oui. Oui? Non. Non? Si. Vous commencez à me taper sur les nerfs, mon vieux. Oh oui, moi aussi, je me supporte plus. Envoyez l'émission. Tout de suite. On va finir par comprendre. Excellente idée, patron. Je sais. Vous avez toujours le bon réflexe, vous. Taisez-vous, lancez. Bonjour, l'hebdo est de retour et nous sommes tellement heureux de vous retrouver. Nous avions fait une petite pause le temps de cette Coupe du Monde. Nous avions cédé la place à la team de la Bombonera pour vous faire vivre ce mondial. Une Coupe du Monde si particulière, inoubliable pour le Maroc qui restera à jamais dans les annales. Bien sûr, nous allons y revenir aujourd'hui, revenir également sur cette marée humaine des Marocains unis pour célébrer le parcours des Lions de l'Atlas après leur retour à la maison. Rimel était justement sur place et elle nous racontera comment elle l'a vécu. Nous reviendrons également sur les messages des plus grandes stars internationales qui, elles aussi, ont salué le parcours de nos Lions. Ce sera dans la revue du web avec Selma. Mais bien sûr, il faut à présent revenir à la vie normale, même si ce n'est pas si facile que ça. Vous verrez que nous en avons manqué des choses dans notre quotidien, notamment de nouveaux moyens de locomotion. Je ne vous en dis pas plus, ce sera dans le reportage de la semaine avec Salima. Un invité bien sûr, cette semaine c'est une invitée, une femme engagée, essayiste, son sujet de prédilection, la femme dans l'islam. Elle y a consacré plusieurs ouvrages, dont l'islam et les femmes, le prophète de l'islam et les femmes de sa vie. C'est Esma Marbet. Son dernier livre dresse le portrait d'une poétesse musulmane qui a marqué son temps. Aujourd'hui, en revanche, elle nous parlera des femmes, bien sûr, mais pas seulement, mais aussi de nos valeurs, celles que nos lions sont parvenus à véhiculer dans le monde entier. Allez l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Fatia. Bonjour. Le retour. Pas grand-chose un de mois. dire que vous nous avez manqué. Vraiment beaucoup. Bah moi aussi, vous m'avez beaucoup Voilà. manqué parce que durant un mois, on n'a parlé que de foot. Ah oui. Le Mais faillot. on a parlé de Pourquoi foot. le faillot? Ah non, mais c'est vrai que enfin vous m'avez manqué tout autant que vous êtes, mais je veux dire qu'on a parlé de foot, mais on a parlé de foot avec bonheur. Et c'est rare pour le souligner parce que pendant ces 20 dernières années, on a toujours parlé de foot avec tristesse. Là, ça a été avec joie, avec fierté aussi. Je pense que le mot fierté va beaucoup revenir aujourd'hui. Et donc voilà, je suis aussi content que fier de vous retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonjour Emel. Bonjour Fatia, bonjour à tous. Bonjour Selma. Bonjour Fatia. Allez, on débute comme chaque semaine par l'image de la semaine. Un magnifique coucher de soleil sur la grande avenue de Rabat où des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour accueillir les Lions de l'Atlas. Jingle. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On se pose encore la question. Même ceux qui n'étaient pas foot sont devenus des accros. Un mondial qui a été un véritable tsunami émotionnel. Le rythme cardiaque qui s'emballe, le souffle coupé, c'est rien de le dire. On a stressé, on a hurlé, on a pleuré. Mais pas simplement pour le jeu. Non, il y avait autre chose qu'on ne connaissait pas, indescriptible, auquel nous n'étions pas préparés. Un trop-plein d'amour qui vous serre la poitrine à vouloir exploser. Même nos pires ennemis, nous étions prêts à les enlacer. Un trop-plein d'amour et la sensation de ne pas vivre la réalité, être dans un état semi-comateux, de chercher le réveil sans le trouver. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous qui avons l'habitude de râler pour un rien, d'un seul coup, d'un seul, nous étions embarqués, nous ne parlions plus que de fierté de voir le drapeau marocain flotter dans le monde entier. Le Maroc sur toutes les bouches, dans toutes les langues, le truc incroyable, inimaginable des plateaux de télévision à Paris, Madrid, New York, Dublin, Sydney, New Delhi, Mexico, jusqu'à Antananarivo, dans l'ensemble des pays arabes et sur notre continent qui encense cette équipe marocaine. On aurait pu payer des milliards pour une belle opération de com pour le pays, nous n'aurions jamais eu ce résultat ni cette fusion collective, cette unité. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Outre la passion du football, leur parcours exceptionnel, eh bien, on s'est juste pris une claque en bonne et due forme par ces jeunes. Ils sont venus nous rappeler ce qu'étaient vraiment les valeurs, Nia, l'humilité et surtout Rdat el Walidin, une leçon de vie à eux seuls
Qu'est-ce qu'on retiendra? À vous de me le dire. On ne revient pas du délice de cette chronique écrite par Fahia. Vas-y, traite-moi de faillot encore. Non, Je mais c'est l'assume. pas ça. C'est parce que déjà la ferveur marocaine, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin, tu vois. Et puis au-delà de ça, en fait, c'était un peu le cocktail explosif positif, c'est-à-dire qu'il y avait tous les ingrédients réunis pour qu'il y ait cette émotion incroyable. Donc effectivement, il y a la combativité des joueurs qui n'ont rien lâché jusqu'au bout, malgré les blessures. Et on s'est dit comment est-ce qu'ils vont aller jouer dans leur club après respectif. Ils n'ont rien lâché. L'entraîneur aussi, marocain, en fait, tous les records ont été battus. Et donc ce cocktail, un peu, ça nous a fait rêver. Et puis je pense que même les joueurs, quand ils étaient sur leur bus à Rabat, ils ont vécu, eux, la ferveur marocaine donc depuis le Qatar, et ils ne s'attendaient pas, et on le voyait sur leur téléphone, en story, en live, qu'ils ne s'attendaient pas à un tel retour. Du tout, ouais, complètement. Voilà. Alors, quand on parle de valeur, de quoi parle-t-on au juste? Cette Nia, et pourquoi le Rdat el-Walidine est si fort dans notre culture? Celle qui va s'y coller, c'est notre invitée. Je vous prie de bien vouloir accueillir Asma Mrabet. L'invité. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'hebdo, c'est une première. On a déjà eu le bonheur de vous accueillir sur l'antenne de Radio 2M, mais dans l'hebdo, c'est la première fois, donc on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bah écoutez, je suis heureuse aussi, surtout en cette occasion. Franchement, il faut faire continuer cette farha, comme on dit, hein, ce bonheur-là, parce qu'il y a une petite déprime après le mondial, On normalement, va en parler. et la déprime après toute la joie qu'on a vu exploser partout. Vous êtes foot, vous, habituellement? Vous avez Pas l'habitude du de tout. regarder les matchs de foot? Pas du tout. Et je crois que c'est un petit peu la majorité, enfin j'allais dire des femmes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout foot et qui ont pris le virus. Quoi. Est-ce qu'on vous a Moi, embrigadé par ou pas finalement? Je sais pas si c'est le foot lui-même, mais en fait c'est tout ce qui La c'est ce ferveur. Tout ce c'est qui l'entoure, va avec, oui, hein. voilà, tout ce qui a entouré le foot. Et puis on peut pas se sentir, on peut pas se retrouver dans cette joie, dans ce qui s'est passé, dans cette ferveur, dans cette fierté, enfin, fierté et farha, c'est-à-dire le fait que partout on voit même en dehors du Maroc, les gens vous disent "Hna fakhourin bikoum", on est très fiers de vous. Bah, ça rend notre fierté encore double. C'est la Mais déclinaison. c'est pour Donc, ça on que est j'ai voulu doublement, appeler ma chronique Qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que encore au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à décrire vous. Est-ce que vous arrivez à mettre un mot sur les émotions que vous avez ressenties? Bah, écoutez, le mot que en tout cas que je ressens personnellement, c'est celui de la revalorisation de la marocanité, du Marocain et de la Marocaine. Franchement, je pense que ça, c'est la première des choses. Bon, après, il y a eu tout le débat sur, alors, est-ce qu'on est des Arabes, des Amazirs, des musulmans, des gens du Sud? Parce que tous ces gens-là nous ont encouragés. Hein, et chacun à partir de son identité, de sa façon de voir les choses. Moi, je pense que le mot qui a été, on est passé de cette... humiliation, on est toujours victime, Complexe. Tout ça, et de cette, on est très fiers, on est valorisé enfin. Par quoi? Par toute cette équipe, par ces images, par ces valeurs qu'on avait, qui étaient toujours là, qui nous entouraient. Alors mais qu'on c'est ne quoi voyait pas. ces valeurs? Alors il y a le mot, Amy parlait fierté, mais le mot valeur, Oui. ces jeunes qui nous ont rappelé nos valeurs. Alors quand on parle de valeurs, de quoi parle-t-on? Parce que D'abord- c'est très large le mot valeur. Oui, d'abord, ces jeunes n'ont jamais dit qu'ils étaient en train de transmettre des valeurs. Non, En fait, du tout. ils les ont c'est-à-dire ils les ont réalisées, c'est-à-dire on les a vus, nous, c'est nous, après, on s'est dit, bah oui, ça c'est nos valeurs. C'est-à-dire quand on a vu cette embrassade avec les mamans, quand on a vu ces mots qui sortaient, Nia, Baraka, mais ces mots, on les entend tous les jours chez nous. C'est le langage de nos mamans, de nos grands-mères, de nos pères, etc. On l'entend tous les jours. Mais qu'est-ce qui a valorisé? C'est d'abord la victoire, c'est cette ferveur de cette équipe-là, et le fait que le nom du Maroc, comme ça, est ressorti, ça nous a donné, comme tu as dit, une claque, et on s'est dit, mais on n'a jamais donné autant d'importance parce qu'on les a normalisés. C'était tellement normal que, pour nous, et puis le monde découvre ces valeurs, alors qu'elles sont les nôtres. Mais là, je ne veux pas m'arrêter là, parce que j'estime qu'elles sont universelles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de Nia, c'est la bonne intention.
c'est avoir La bonne une, foi une aussi. bonne foi, Mhm. oui. Et donc, je trouve que c'est des valeurs universelles. Elles sont pas que spirituelles ni religieuses, elles sont aussi des valeurs de l'humanité, de l'humanisme. Et donc, je pense que le Maroc a fait revaloriser ces valeurs, si on veut. Il les a parce que tout le monde s'est retrouvé finalement dans ces valeurs-là. Ils se sont dit, oui, nous aussi, on avait ces valeurs-là, on les a oubliées. C'est ce que j'ai entendu, moi, dans des chaînes Ouais, c'est européennes, étrangères. Ça. Mais oui, donc ça veut dire qu'elles existaient, elles étaient là. Parce Mais que Asma peut-être. El Meravet, juste pour terminer sur cette place des femmes, on connaît votre combat depuis des années et des années, justement sur la place de la femme, et même très, 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 très en arrière. C'est la première fois qu'on voyait dans une Coupe du Monde des joueurs aller embrasser leur mère. Jamais dans n'importe quelle équipe, même dans nos équipes à nous d'ailleurs, on avait vu ça. Et ce qui est revenu après ce mot valeur, et je vais vous poser la question à tous, avant de poser d'ailleurs la question à Asma, quand on te dit Amine, Rdat El Walidine, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Wow. Tu t'es cherché loin là, tu as creusé parce que c'est profondément enfoui. Ça provoque peut-être le socle véritablement sur lequel nous Marocains, tous été éduqués et installés de notre plus jeune âge. On a grandi avec ça, on a tellement grandi avec ça que ce mot on a fini à mon sens par le galvauder. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on parle de Rdat al-Walidine comme quelque chose de flou. utopique en fait. C'est quelque chose qu'on prend même plus en considération parce que c'est quelque chose qu'on va estimer être acquis, qu'on ne va même plus cultiver. C'est-à-dire que moi, en tout cas, pour moi, personnellement, voilà, pour moi, Walidia, comme c'est mes parents et qui m'aiment déjà, de fait, Radine Elia. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant le discours de Mme Rabat, parce qu'elle a raison sur un point fondamental, c'est que ce qui nous est arrivé pendant ce mois-ci a permis la résurgence de choses qu'on avait profondément enfouies en nous. Et quand on parle de Nia, je sais le seul point de concordance, et d'ailleurs je voulais lui poser la question, Nia, est-ce que nous avons enfoui en nous ce principe de Nia, ou alors quand on le met en avant, ça veut dire qu'on est dans une période où Nia. C'est ça en fait, moi dans le discours de Regragui, je ne comprenais pas comment il situait la chose. Quand il nous dit Nia, ça veut dire quoi? C'est-à-dire revenez à des choses originelles, ou alors on n'est plus dans une époque s'il vous plaît, mais sinon quand tu parles de Rdat al-Walidine, pour moi c'est vraiment mon enfance. On a tous grandi avec ça. Rdat al-Walidine, ça... Alors pour moi c'est deux choses. Rdat al-Walidine, pour moi c'est l'un des facteurs qui réussit à garder les familles marocaines soudées. Parce que c'est un mot qui nous pousse à toujours vouloir être à côté des parents, qui est rassurant. Oui, c'est un mot qui est rassurant, mais c'est aussi un mot qu'on a l'impression qui est protecteur. Vous savez, quand il y a la phrase qui dit c'est-à-dire que cette Rdat al-Walidine à elle seule est capable de nous amener bonheur, accomplissement. Il faut juste y croire en fait. Voilà. Pour moi, c'est de l'eau de ma tête, c'est ça. Moi, je pense que Rdat al-Walidine, c'est essentiel dans la vie. Et c'est quelque chose de sacré chez nous, au Maroc. Je pense que Rdat al-Walidine, pour moi, ça signifie... C'est quand tu réussis... Pour moi, une personne qui réussit, c'est parce que Mardiyat al-Walidine. Et vous savez, il y a une chose, la FIFA, elle a interdit aux joueurs des autres nations de ramener leur famille, enfin leur maman, de ramener leur maman plus proche. Le Maroc, c'est le seul qui est autorisé à faire ça. Donc c'est ce que, enfin j'ai trouvé qui ça. a été autorisé en tout cas pour j'ai trouvé ça trop beau. Salima? Non, moi je pense qu'en fait à chaque fois qu'on doit prendre une grande décision dans notre vie, on va vers les parents et puis ma mère me dit les faire khair la yjibha, tu vois, donc ça il y a cet aspect religieux et puis au-delà de ça l'équipe nationale, la sélection marocaine, l'entraîneur, enfin le staff n'a pas dissocié l'aspect athlétique de la chose et ses valeurs. Et donc c'est pour ça que je pense que ça... Je pense que le coup de génie vient de là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui d'entre vous disait que c'est des choses qu'on ne voyait jamais avant, effectivement. Moi, je suis l'équipe nationale depuis les années 80. Jamais on a eu les conjoints, et surtout les parents, dans le stade lors de grandes compétitions. C'est des choses qui étaient d'usage dans les pays occidentaux,
notamment les Européens, mais il n'y avait que les femmes, ce qu'on appelait communément les WACs. Voilà, c'est les wives. Mais est-ce que tu penses que c'était voulu, oui, décidé bien sûr, par je Walid pense, je ne sais pas si c'est Walid, parce que j'en ai pas encore parlé avec lui, personne n'a communiqué là-dessus, mais en tout cas, la décision géniale, j'insiste sur ce mot, génial, d'autoriser et d'inviter non seulement les conjoints, mais également les parents, parce qu'on a tout fondé en fait sur cette image relative aux parents, pas tant aux conjoints, parce qu'il faut rappeler que les femmes de joueurs étaient là aussi. Ouais. Mais ce qu'on a surtout vu, on a vu quelques-unes, mais on a surtout vu les mères. Donc en fait, ce geste technique, parce que moi je le rapporte à un geste sportif aussi, comme un dribble de football. Ce geste technique génial de non seulement autoriser la venue des parents à cette Coupe du Monde, de les mettre à proximité des joueurs, même s'ils n'avaient pas accès, il faut le rappeler, 24 heures sur 24, c'était très très réglementé. Les joueurs, ça il faut le dire, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, c'était pas non plus la porte ouverte à tout n'importe quoi. Les parents étaient cadrés, on les voyait après les matchs, on les voyait un petit moment dans la journée pour pouvoir déjeuner éventuellement, mais tout le reste, l'équipe nationale a vécu en vase clos. Mais ce geste technique justement de ramener les mères et de les mettre dans un terrain, je crois que c'est la première fois dans ma vie de footeux en tout cas que je vois ça, parce que je peux vous assurer que je suis le foot depuis 40 ans. Je ne sais pas à quoi ressemble la mère de Maradona, je ne sais pas à quoi ressemble la mère de Messi. J'ai vu la mère de Cristiano Ronaldo parce que lui, il a voulu la mettre en avant dans ses réseaux sociaux et parfois au terrain. Mais comme ça, une telle concentration de mères lors d'une grande manifestation, on est aussi précurseur dans ça. Et puis des joueurs qui vont embrasser leur maman. Oui, bon, après c'est un corollaire ça. Pourquoi c'est si fort dans notre culture? Moi, c'est pareil, comme l'ensemble de l'équipe, quand on me dit quelque chose, on vous dit par exemple Merdeya, je pense que pour moi, il n'y a pas de mot plus fort et plus beau. Dans notre culture, pourquoi c'est aussi fort? D'abord, c'est parce que ça relève du sacré. Il ne faut pas l'oublier, on l'a déjà dit. Et c'est vrai, le Coran est très clair par rapport à ça. Après l'adoration de Dieu, imaginez, la deuxième place, c'est les parents. C'est les parents ou c'est la mère? Les parents. Okay, donc, c'est les parents. Et puis bon, après, il y a des hadiths qui insistent sur le fait donc on n'oublie pas le père aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu oublié les pères dans toute cette histoire. Oui, et donc, moi, je trouve que c'est un tout quand même, la famille. Mais c'est vrai que la mère est la clé. Ce que je voulais dire aussi, c'est quelque chose de très important. J'ai eu une discussion avec... en fait, n'oubliez pas que la majorité, c'est des binationaux. Oui. Et qu'ils ont été éduqués à l'étranger quand même, en tant que enfants d'immigrés, etc. La première génération n'était pas très... c'est-à-dire qu'il y avait une certaine... n'était pas très fière, un petit peu, de ces... on en avait fait de ces mamans même, qui étaient femmes de ménage, etc. On ne voulait pas qu'elles soient là avec leur djellaba, certains en avaient honte. Oui, les réunions de famille, on m'a dit que les réunions de famille, on ne voulait pas que les enfants présentent leur maman dans les réunions de famille, alors que là, cette génération-là, mais c'est tout à fait le contraire. Exactement. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument montrer que c'est la clé de leur réussite et qu'ils sont très fiers de les présenter telles qu'elles sont, ces femmes-là, que malheureusement on invisibilise chez nous aussi. Alors juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, pour préciser par rapport à ces histoires de mise en avant de mamans et de leurs conditions, beaucoup de joueurs ont fait ça avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a des interviews de joueurs qui ont lieu juste avant la Coupe du Monde, ou alors qui avaient lieu avant mais qu'on a exhumé en fait, montrer non seulement des mamans dans leur état naturel, mais également leur parcours qui était souvent difficile. C'est-à-dire par exemple l'une des plus belles interviews qui a fait le buzz qu'il faudrait retrouver, c'est celle de Bouffel quand il parle de sa mère et qui est super et qui revient sur ça. Et Ergregi aussi, quand Ergregi parle de sa maman, il parle d'une femme qui travaillait donc dans les aéroports à Roissy, à Paris, une femme de ménage qui partait le soir à 10h, qui revenait à 6h du matin pour ensuite prendre le relais par rapport à ses enfants, les habiller, les nourrir et les envoyer à l'école. Et il conclut par une chose magnifique, il dit moi quand je voulais avoir mon bac, il m'a fallu de l'argent pour aller à la fac, donc j'ai voulu faire ce job pendant un mois, aller travailler avec ma mère. Le gars a tenu, je crois, une semaine. Au bout d'une semaine, il fait j'arrête, je peux pas. Tout costaud qu'il était. Donc, le regard a changé aussi. Alors ces mères étaient présentes à la cérémonie officielle ce mardi. Jamais elles n'auraient pu imaginer être reçues par le souverain en personne. Et ces mamans, quand elles sont arrivées, et bien là aussi, beaucoup ont eu de très fortes émotions de voir les joueurs tenir la main ou enlacer leur maman au palais royal. On va revenir sur cette journée très spéciale avec toi, Rimel, puisque tu étais à Rabat sur le fameux parcours sur les grandes avenues. C'est la Walk Woman. Jingle.
la Walkwoman. C'est vrai que mardi, c'était un jour très spécial. L'équipe nationale s'est vue réserver un accueil digne de son brillant parcours durant cette Coupe du Monde. Ils étaient des milliers de Marocains. Alors, des dizaines de milliers de Marocains, ouais, c'est le cas de le dire, parce que moi je pense qu'ils étaient des millions carrément, parce que les images, franchement, c'était... Alors vous pouvez les découvrir, juste, je rappelle, vous pouvez suivre l'hebdo en ce moment et en images sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Elles étaient très impressionnantes. Ouais, on a vu vraiment des personnes de tous les âges, des enfants, des jeunes, des femmes qui sont venues de plusieurs villes, de plusieurs villages du Maroc. Il y avait des Marocains résidant à l'étranger qui ont fait le déplacement, qui sont rentrés spécialement pour accueillir et fêter ce parcours historique. Comme vous pouvez le voir sur les images, alors des chants, des fumigènes, des feux d'artifice, des sourires. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et surtout, les Marocains sont sortis pour la période où il est très très difficile de les voir sourire, tout simplement avec tout ce qui se passe, avec cette conjoncture. Donc franchement, l'ambiance, on va se mettre, si on a le son, Hamza, des images, si on peut mettre juste en fond quelques sons de cette ambiance extraordinaire. Tu t'es fait bousculer ou ça allait? C'était assez bon enfant finalement, hein, très bien organisé en termes de sécurité. Aucun débordement. On nous a comparé à l'Argentine. Oui. Parce qu'ils ont fait, enfin voilà, on a fait un peu la même chose. Donc les joueurs, ils sont venus, ils ont été accueillis. Non, c'est un peu la tradition, c'est normal. Ouais, non, mais même chose. Il y avait 5 millions de personnes en Argentine, et bien évidemment, il y a eu débordement. Non, mais d'ailleurs, les gens en Argentine, ils disent que, ils disent Marruecos 1, Argentine 0. Donc, bon, avec subtilité, on n'était pas quand même le même nombre. Et puis on s'est tous identifiés un peu à un joueur. Et puis moi, j'ai eu plein de témoignages de personnes qui ont fait le déplacement à Rabat et ils voulaient tous. Enfin, chaque personne voulait, par exemple, même ma nièce, elle n'a pas vu Bounou, donc elle est tombée en larmes. J'ai pas vu Bounou. Toutes les filles sont amoureuses de Bounou, c'est pas possible. Il est pas mal, hein, il est mignon quand même. Très mignon. Voilà, les focus group là, les insights qui remontent. Alors je vous écoute. Donc Bounou là, Ziyech là, Rimel. Abou Khlal, allez. Ah bah voilà. Et moi Hakimi. Ah donc on va faire chacune le sien en fait. Allez, tu vois, non, mais c'est toi, Amine. Moi c'est un peu difficile. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Du coup, ouais, c'était très chaleureux. Et vous savez quoi, on va regarder et écouter les sonars. C'était trop bien. وخليتونا حلمنا الصراحه حلمنا وسيقنا ودرنا النيه ميرسي بوكو تبارك الله عليهم première équipe africaine qui arrive à la demi-finale, c'est juste incroyable, merci beaucoup, on les attend. T'es venu de quelle ville? De France, de Saint-Tropez. Venu de Saint-Tropez pour voir l'équipe nationale? Juste pour voir l'équipe nationale, pour voir الناس كيفاش عايشه كيفاش فرحانين. البلاد ديالنا تنورت بهذه الفرحه بهذا الغل. حنا توحشناهم بزاف ومتشوقين بزاف اون فريمون ات دو لي فوار وشحال وحنا كنتسناوهم فرحونا بزاف وحنا كنتسناوهم ودير النيه وشكرا بزاف للمنتخب. انا مصري وبشجع المغرب عشان منتخب رفع راس العرب كلها واللهم صل على النبي عليهم ربنا يجيبهم بالسلامه يا رب لان بسم الله ما شاء الله وليد الرجراجي الله اكبر. انا كنفضل المنتخب الوطني واخا ما خديناش كاس العالم المهم نشطنا في هاد السيمانه واخا هكاك نضمنوا هاد السيمانه هادي الجايه نربحوا وناخذوا كاس العالم ونشطوا كاع العائله ديالنا. هلا 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 مغاربه سبوعه ورجاله ديروا النيه ينصرنا العالي تعالى. الحكايه بدات في مكسيكو ترخناها في قطر. جينا نحتفلوا مع المنتخب ديالنا المغربي اللي فرحنا بزاف وديما مغرب واصلا انا زياش بغيتو غيجاوبني في الانستغرام. الدراري ترجلوا اللعابه عندنا من اعلى الطيران يعني خصنا المره الجايه نطمعوا في كثر كما قال الركراكي يديروا النيه المره الجايه ما كاين غير سير وميريكا راه عامره بالمغاربه وان شاء الله عاوتاني نعاودوا اكثر من هذا الشيء. وهذا حلم النصف النهايه ما كان في حلم حتى شي رياضي ولا حتى شي محلل ولا حتى شي مفرج في هذا كاس العالم ونشكرهم من جديد شكرا بزاف. عطاونا رسائل قويه في المحبه في الوطنيه في القيمه الوطنيه هما مواطنون حتى النخاع والرساله القويه اللي عطاونا هو اننا خص المغاربه يكونوا كاملين
مغاربه حتى النخاع بحال جميع العيبيه بحال راس لافوكا اللي خلانا حقيقه حنا خصنا نوليو كاملين راس لافوكا. Esma, je vous fais réagir Magnifique. parce qu'on a parlé de valeurs. Bravo pour ton reportage, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Non, mais Et là, au-delà- en fait, il y a cette unité. Oui. L'unité. Tout le monde rassemblé, il y a le chauffeur de taxi, l'autre qui est venu de je sais pas où, il y a tout le monde. Il n'y a plus, comment dire, de classe sociale différente. Il y a Mais juste... excuse-moi, juste pour lui poser la question qui va dans ce sens, c'est une unité autour de mots-clés qui sortent de l'ordinaire. Alors, on n'est pas dans, alors on est dans Raslavoka ou Dirnia, c'est des choses alors, qui sortent, enfin, qui sont surréalistes, quoi, des choses comme ça. Mais c'est incroyable que des mots comme ça qui auraient pu faire rire au début, parce que, excuse-moi, mais tu traites n'importe qui de Raslavoka avant la Coupe du Monde. Exactement, avec la Coupe du Monde, tu mets un coup de tête. Là, Raslavoka est devenu un compliment. Mais c'est parce que c'est la psychologie, le coup de maître de Regragui. Moi, je pense qu'il a toujours su prendre les choses avec beaucoup de distance. Il faut voir ses interviews avant la Coupe du Monde et l'humilité. Et c'est ça qui fait qu'il accepte tout ça. Et regardez comment, après, ce que vous pensez être quelque chose de négatif est devenu quelque chose de très positif. Exactement. Alors, juste pour précision aux auditeurs, est-ce que vous savez d'où vient le terme de Raslavoka? Non, pas du tout. Alors, Regragui, pendant le Covid, faisait des sortes de... Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait à la mode sur les réseaux sociaux, des sortes d'interviews, bon voilà, sur Instagram, l'écran coupé en deux, donc une sorte d'interview comme ça. Il avait fait ça avec un monsieur, donc où il parlait de football globalement, et un auditeur, et un gars. Mais un gars vraiment un anonyme, un fan de foot et tout, comme il avait le crâne rasé, et il lui parlait, à un moment il le traite de Raslavoka. Et ce qui aurait pu créer, on va dire, un énervement, une crispation de la place de Regragui, Regragui lit ça, donc c'est venu vraiment de la part d'un fan de foot. Hein. Il dit oui, c'est vrai, moi je ne suis ni Mourinho, enfin donc entraîneur international, ni Guardiola, moi je ne suis qu'un petit entraîneur, un petit Raslavoka, et j'en suis fier. Oui. Et c'est resté comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui était qu'une boutade initialement a été prise, comme vous dites madame, avec beaucoup d'humilité de la part de ce bonhomme-là, qui n'était encore ni entraîneur d'équipe nationale, ni une figure médiatique, ni un gourou, parce qu'aujourd'hui on peut estimer que c'est un gourou, c'était juste l'entraîneur du WAC de Casablanca à l'époque, ou alors il venait juste de prendre l'équipe, et c'est comme ça que c'est resté. Oui, et puis il y a eu tout ce qui a été autour, avec cet avocat, avec à la place du noyer, bien évidemment, le noyau, le ballon. Il y a une interview de Walid Regragui qui date, je pense que c'était à l'époque quand il était joueur de foot. On lui avait posé la question, enfin voilà, c'est quoi ton rêve si t'es pas footballeur, t'es quoi? Il dit, je serai avocat. Ah bon? Et du coup, il a réalisé son rêve. Alors, on va continuer à parler des réactions un petit peu dans le monde. Bien évidemment, c'est sur les réseaux sociaux que toutes les images se sont partagées. Ce sont aussi sur les réseaux sociaux que des messages de personnalités totalement inattendus nous ont rendus heureux. C'est dans la revue du web de Salma. Les nouvelles du web avec Salma. On a dit qu'au quotidien, l'ambiance de la Coupe du Monde, un petit retour à la normale s'est opéré. Mais sur les réseaux sociaux, on marine toujours dans la belle ambiance du mondial, même 5 jours après sa fin. Et toute cette euphorie qu'on a vécue, ce résidu de bonheur, n'est pas resté que chez nous, mais il s'est étendu au-delà des frontières. Donc Elon Musk, Shakira, Pelé, David Beckham, des chefs d'État de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, en grand nombre nous ont félicités, encensés, et grâce à cela, le monde nous a découverts. Parce que les exploits du Maroc au mondial, ils ont eu plus qu'un simple impact sportif. Les Lions de l'Atlas, si je me permets de le dire, se sont érigés en ambassadeurs du Maroc grâce à leur réalisation, mais aussi grâce au pouvoir fédérateur du foot. Alors, la toile grouille de publications flatteuses et glorifiantes, comme celle de Patrice Evra, par exemple, l'ex-joueur international français, qui a partagé une vidéo de lui découvrant le Test Sahraoui, où il parle de son amour pour le Maroc, la générosité des Marocains, et à quel point il est fier du parcours des Lions de l'Atlas dans la Coupe du Monde. Mais ce qui a le plus captivé la toile, c'est évidemment le retour au bercail des Lions de l'Atlas, un accueil en grande pompe qui leur a été réservé par le peuple et par le souverain.
L'organisation impeccable du homecoming des Lions de l'Atlas et la beauté de la ville de Rabat ont été les premières choses qui ont suscité beaucoup d'admiration chez les internautes et même du côté argentin. Cet accueil a été relayé même sur la page Twitter de la télévision sportive publique de l'Argentine, Deportivi, et par plusieurs journalistes locaux comme le présentateur argentin Nico Cantor. C'est une figure chez l'Argentine qui a qualifié l'accueil réservé aux Lions d'incroyable. De même, plusieurs internautes n'ont pas manqué de relever la fierté générale des Marocains, le dispositif sécuritaire impeccable qui a accompagné les festivités et ou encore on a une publication de Mark Watt qui est l'ancien entraîneur néerlandais des sélections U23 et U20 qui a publié un beau cliché de la tour Maroc Télécom avec un drapeau dessus. Donc l'important ici, c'est qu'en général, l'Afrique a longtemps été victime de stéréotypes négatifs. Ça nous paraît absurde à nous, mais oui, il y a encore plusieurs personnes qui voient le Maroc comme chameau et désert. Avant de voir les images de Rabat, qui à cette occasion nous ont permis de présenter le Maroc comme il est vraiment. Et puis, bien sûr, on a eu la cerise sur le gâteau, comme on en a longtemps parlé. C'est la réception grandiose accordée par Sa Majesté aux joueurs et le fait qu'il ait insisté pour la présence des mamans. Ces images, pourquoi la toile les a adorées? Alors déjà parce qu'elles sont juste pleines de bonheur. Sa Majesté le roi, le prince héritier, le prince Moulay Rachid, tous le sourire aux lèvres. Les joueurs, les mamans spontanées qui font des câlins, les joueurs qui confondent un petit peu le protocole, mais c'est pas grave parce que l'ambiance elle est décontractée, elle est bon enfant et surtout cette mise en valeur des mamans. Donc là, j'ai repéré 2 commentaires qui disent qu'à cause de la désinformation, je pensais que les femmes étaient mises à l'écart au Maroc. Ou encore, le Maroc est intriguant parce que beaucoup de pays arabes cachent leurs femmes. Alors qu'ici, en fait, on a un beau mix de traditionnels, modernes, des mamans blondes, d'autres en hijab, d'autres en niqab, et ça représente parfaitement ce qu'on est et de quoi notre société est faite. Ces images ont été relayées en masse par différents internautes, les médias du monde, comme le géant médiatique britannique ESPN UK, qui a relayé les photos du souverain, des joueurs et de leurs mamans, et bien sûr plusieurs journalistes et internautes connus sur le plan mondial. Côté célébrité, le chanteur Maher Zain a beaucoup aimé la photo, il a été l'une des célébrités à réagir. Et en fait, là, pour conclure, quand je dis que les Lions se sont érigés en ambassadeurs, c'est parce que leurs réalisations dans la Coupe du Monde ont eu des retombées inédites sur l'image du Maroc. Les pays africains, comme je l'ai dit, on a longtemps souffert des stéréotypes négatifs, mais là, quand le monde nous a découvert cette fois, il a vu un pays déjà qui est magnifique, qui est chaleureux, qui est moderne, plein d'histoires, qui se développe à toute vitesse, tout en honorant sa culture. On est un pays accueillant où on a la joie de vivre malgré les épreuves de la vie. Un pays qui tient aux valeurs de la famille, de la tolérance. Et en fait, là, je vous fais la confession. Moi, j'ai longtemps pleuré comme une patate à plusieurs moments du mondial. Et ce sont des moments comme ça qui arrivent à me rappeler que j'aime ce pays. Ça m'a beaucoup ému ce que tu viens de dire. Parce que juste ce matin, mon petit-fils... je dis coucou à Yanis, s'il va m'entendre, qui me dit Mima, il m'appelle Mima, après ce foot, enfin cette victoire, pour lui c'est une victoire, hein, pour lui on a eu la coupe, hein, c'est comme ça, je me sens beaucoup plus marocain. C'est incroyable. Ah ouais. Et donc, c'est cette émotion-là qui nous a... il a pleuré, bien sûr, au match France-Maroc. Donc, je sais pas, c'est cette fierté-là de nous retrouver notre marocanité et de toutes ces valeurs que vous venez de décrire, qui sont formidables. On parlait tout à l'heure d'unité, mais aussi de pluralité. Et c'est ce qui fait la diversité. En fait, cette diversité du Maroc, c'est sa richesse, en fait. Et on va dire choukran à tous ces joueurs, à toute cette équipe qui nous a permis de retrouver ces valeurs-là qu'on a un peu oubliées quand même, celle du bonheur, de l'hospitalité, du fait avait besoin. Oui, et puis on en avait besoin, on en avait vachement besoin. Et puis comme vous dites, toutes ces femmes-là, à côté d'un roi, très, très tendre, très affectueux, et ces femmes avec leur spontanéité, leur habit, leur diversité, et c'est ça la richesse du Maroc. Et il faut qu'on garde cette richesse-là. Alors, on va continuer à parler de football dans un instant, mais on va juste s'en éloigner quelques minutes. On a parlé des mamans, on a parlé de femmes. On profite de votre présence sur notre plateau pour parler aussi de votre dernier ouvrage.
votre dernier essai, il est consacré à une femme, une poétesse, philosophe, une femme mystique comme vous les aimez. Son nom, Rabia El-Adawiya, une intellectuelle avant son heure, une féministe. On parle quand même, on est en 700. Oui. Hein, on est 800, très très loin. 13 siècles. Pourquoi vous avez voulu presque lui rendre hommage à travers cet essai? Bah, écoutez, c'est incroyable, c'est pas une coïncidence avec justement toutes ces images de mer qu'on voit aujourd'hui, qui étaient autour de nous et comme j'ai dit, qui étaient invisibilisées. C'est un petit peu le cas de Rabia El-Adawiya et de toutes ces femmes mystiques, il n'y a pas qu'elle. Vous connaissez Rabia El-Adawiya? Alors, on connaît le nom. Qui tournait dans les années 80, oui, voilà. 90, voilà, c'est comme ça qu'on c'est ce que je dis dans le début de mon livre, je dis, moi aussi, j'ai entendu parler de Rabia El-Adawiya très jeune et c'était pour nous quelque chose, c'était une anecdote qui revenait souvent quand on voyait qu'une femme devenait un peu trop pieuse, on disait mais Rabia El-Adawiya. Et le film aussi qui a beaucoup voilà, et le film qui a beaucoup et puis voilà, et puis mais il y avait un certain stéréotype par rapport à ça, c'est-à-dire que c'était une femme voilà, qu'on a casée dans le truc pieuse, très dévote, voilà, qui ne faisait que ça, qui était vraiment à la marge de la société. En marge de la société, ben c'est pas vrai parce que c'est une femme. Je dirais pas qu'elle était intellectuelle, elle s'est formée toute seule. C'est la première femme qui a inauguré ce qu'on appelle l'amour divin. Hein, et toute la poésie, toute cette philosophie de l'amour mystique et de l'amour divin. Deuxièmement, c'est une femme qui avait une personnalité très très forte, qui côtoyait les hommes de son temps, c'est-à-dire des érudits, qui s'empêchait pas de les critiquer, de débattre avec eux. Ça, on est au 8e, franchement, il y a 14 siècles, 13 siècles à peu près, donc vous imaginez un petit peu. Et dans tout ce monde religieux aujourd'hui, où on nous montre des cases et des stéréotypes, eh ben, elle a été vraiment avant-gardiste, et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, surtout sa force critique. Elle a écrit des poésies magnifiques sur l'amour divin, mais aussi elle a eu des sorties, c'est-à-dire des coups de gueule, je vais dire comme ça. Vous la présentez pratiquement comme une rebelle quand même. Oui, c'est une mystique pour moi subversive. Elle était dans la subversion. Justement, elle critiquait le pouvoir politique de l'époque. Elle critiquait les érudits théologiens qui ont enfermé le religieux dans la technicité. Elle a une phrase incroyable quand elle va aller dans Al-Hajj et voilà, il y a des récits qui sont un peu mythiques qui disent que la Kaaba venait vers elle. Elle dit, moi j'ai pas besoin de la Kaaba, je veux Rabb al-Kaaba. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut dire aujourd'hui. Je sais pas si vous imaginez là-dedans le danger de dire ce genre. Blasphème, hein. Voilà, c'est une pierre. Elle dit Hajra. Pour moi, c'est une pierre. Et donc, ce qu'elle voulait dire, c'est critiquer le fait que l'islam est devenu un ritualisme. Et c'est très d'actualité aussi, donc quand on voit comment cette religion est devenue très ritualisée, on a oublié ces valeurs-là dont on parlait tout à l'heure justement, parce que avant tout, c'est une morale éthique, c'est une spiritualité éthique, c'est de l'amour, c'est de la rahma, de la miséricorde, et c'est ce qu'elle voulait mettre en évidence. Oui, et c'est pour ça qu'elle critiquait haut et fort, tous les théologiens. Le seul amour de sa vie, voilà. C'était quand seulement Dieu. Mais quand vous faites, moi je suis toujours fasciné par ce genre de travail, parce que pour moi c'est un travail de fourmi, littéralement. Hein. Et je vous dis pas. Ah ouais, non, j'imagine, c'est des choses... Le livre est très petit. Oui, mais le travail derrière doit être titanesque. J'ai dû lire des pavés de 400 pages, des thèses de 400 pages. Justement, c'était ma question par rapport à ça. Comment est-ce que vous l'avez nourri, ce livre, et est-ce que vous, la matière, enfin l'information était disponible? Alors c'est quelque chose que, sachant qu'on écrit très peu, donc comment vous avez pu nourrir ce bouquin-là? Très difficile. Franchement, la matière était très difficile à aller chercher parce que en fait, il y a beaucoup d'aura, beaucoup de mythes, beaucoup de choses qui ne sont pas authentifiées historiquement. Donc j'ai dû. Il fallait que vous les authentifiez. Voilà, avant de les, que j'essaye. Oui. Alors je me suis appuyée beaucoup sur le côté académique, sur le côté des thèses et même des thèses internationales, des thèses qui se sont faites en Espagne, en Amérique latine. Vous imaginez sur la comparaison avec Thérèse d'Avila et Rabia El-Adawiya, etc. Et puis en plus sur les sources arabes qui sont très il n'y a pas beaucoup de sources arabes, mais il y a un seul livre qui a été pour moi un petit peu la base sur laquelle je me suis un petit peu inspirée. C'est celui de Farid Din Al-Attar, qui est un grand soufi connu et qui est venu bien après et qui a écrit un grand livre donc sur tous les soufis très très connus. La seule femme qui est là-bas, c'est Rabia El-Adawiya. Donc pour lui, elle incarne voilà quelque chose de très très important. Et donc c'est le seul qui a vraiment en arabe une certaine biographie, qui à prendre aussi avec des
pincettes, mais qui a une biographie qu'on peut dire plus ou moins authentique. D'accord. Je rappelle que vous donnez des conférences absolument partout, à l'international, également au Maroc. Quand et beaucoup de jeunes y assistent, ils s'intéressent à ces sujets? Oui, il faut juste savoir leur parler, leur parler vulgariser, leur parler des sujets d'actualité aussi, parce que nos jeunes, aujourd'hui, femmes et hommes, et je dirais surtout les femmes, elles sont confus par rapport à leur identité religieuse, culturelle, etc. Donc, entre modernité et tradition, il y a toujours un décalage. C'est vrai qu'au Maroc, on arrive à allier ça, mais attention, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a vraiment des gaps énormes et des questions qui restent sans réponse. Et voilà, ces jeunes-là n'ont pas de réponse. Oui. Et aujourd'hui, on doit leur donner des réponses réelles et réalistes. On ne doit pas rester dans le discours religieux éthéré. Voilà, tout est beau, tout est clair, tout est comme ça, il faut juste pas toucher. Ben non, il faut savoir prendre, avoir le droit de revendiquer une critique, bien sûr une critique tout à fait respectueuse, mais une critique quand même, et savoir que ce n'est pas un sacrilège, savoir qu'on a le droit de le faire, hommes et femmes, de critiquer ce qu'on a fait aujourd'hui de la religion, du religieux, de la culture religieuse dans nos pays. Alors, quand je parlais de reprise de la vie normale, après l'euphorie que nous avons vécue, Amine est très impressionné par ce que vous dites. Non seulement je suis impressionné, passionné, et je trouve son discours salvateur. À une époque où il y a beaucoup de crispation autour des sujets de religion chez nous, je pense que c'est un discours qui doit être porté vers l'oreille du plus grand nombre, parce que c'était un discours, et c'est ça dont on manque. Donc il faut vulgariser cette chose-là, et il faut la diffuser au maximum. Je crois qu'on ne prend pas mesure, on ne prend pas assez conscience de l'importance d'un discours pareil. Moi en tout cas, je suis très heureux. Je vais avoir du mal à caser ton sujet, hein, je te jure. Allez, on y va. J'ai envie de partir, tu vois, par la petite porte, parce que j'ai l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Non, pas du tout. Moi aussi, j'aurais voulu faire une chronique Coupe du Monde, tu vois. tu m'as embêté avec... Non, je vais t'expliquer pourquoi, Salima, tu vas nous faire du bien. Mais on laisse ça pour la semaine prochaine. Non, regarde, je vais t'expliquer pourquoi tu nous fais du bien. Après toute cette euphorie, oui. Grâce à toi. Non, mais après, voilà, on est resté enfermés devant nos écrans de télévision. Regarde la transition de l'Iran Jbablek. Faire du vélo électrique, ça me plairait tellement à Casablanca. Bref, c'est le reportage de la semaine. Pas du tout, je vais t'expliquer pourquoi. Le reportage de l'hebdo. Sur ma trottinette électrique, je vais y arriver, petite et maniable. Elles ont réussi à se faire une petite place. Dites-nous en commentaire sur les réseaux si vous vous en voyez de plus en plus ou si vous-même vous avez décidé de rouler en trottinette. C'est le cas de Hichem, 39 ans. Il est à la tête du département marketing du tramway Rabat-Salé. Bon, c'est un peu ironique, mais bon, lui, il préfère prendre sa trottinette que le tramway. Et lui, il en a acheté une, son prix 40 000 dirhams. Oui, parce que là, on est quand même sur des bolides assez travaillés. On n'est pas sur la petite trottinette de notre enfance, tu vois. Donc, écoutez-le. À la base, je suis motard et je me suis retrouvé en achetant cette trottinette parce qu'elle me procure plus ou moins les mêmes sensations que la moto. Donc, il y a d'autres raisons pourquoi j'ai opté pour la trottinette électrique parce que ça reste un moyen de mobilité durable, écologique, qui respecte l'environnement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pollution. C'est un moyen de transport qui me permet moi personnellement je l'utilise chaque jour pour partir au travail. C'est un mode de vie. Elles sont quand même assez grosses, hein, regardez, on n'est pas sur de la petite trottinette. Et donc, pour répondre à la demande, des entreprises comme celle que vous voyez, qui ont pignon sur rue, ont vu le jour. Ça ne se passe plus uniquement sur Internet. On aime bien toucher sa trottinette, la caresser, bref, l'essayer, parce que quand même, c'est des gros engins. L'une d'entre elles peut peser jusqu'à... Ça n'a rien à voir avec la trottinette. Oui. Hein. Par exemple, celle-ci, elle peut faire au-delà de 50 kilos, au-delà d'une cinquantaine de kilos. Wow. Et donc, sur les modèles les plus poussés, on trouve des clignotants, des klaxons. Et je vous présente Ala, fraîchement installé au Maroc. Il est franco-marocain. Il a décidé donc d'ouvrir cette boutique à Casablanca, spécialisée uniquement dans la trottinette et tout le matériel de protection. Et ça marche, écoutez-le. Pour 50 km, on va peut-être mettre 20 dirhams d'essence, alors que pour une trottinette, ça nous reviendrait à 2 dirhams. C'est tendance, c'est pratique pour la circulation, surtout dans une grande ville comme Casa. Ça peut être aussi pratique pour le dernier kilomètre. Il y en a qui s'en servent en la mettant dans son coffre, ils se garent et puis après font ce qu'ils ont à faire. Et il y en a un peu pour tout le monde. On a des petits modèles qui peuvent commencer aux alentours de 7-8 000 dirhams pour atteindre jusqu'à 80 000, 90 000 dirhams pour certains modèles.
Ouais, jusqu'à 90 000 dirhams. Et d'ailleurs, la plus chère a été vendue. Celle à 90 000, elle n'est plus disponible. Donc c'est quelqu'un qui va en faire dans son salon. Mais pourquoi tu dis ça? Je savais qu'Amine allait être réticent. Ah oui, bien sûr que je suis réticent. Mais pourquoi? Parce que c'est pas encore réglementé? Du tout, déjà pas réglementé, parce que je trouve ça hyper dangereux, parce que moi je vois traîner des trottinettes partout à Casablanca, en dépit du bon sens. J'ai failli en renverser une hier, très honnêtement, j'étais en voiture. Je pense, en toute modestie, être relativement respectueux des règles de circulation. Et là, je vois un truc noir qui sort de je ne sais pas où, parce qu'effectivement, ils sont pas dans des. Ça, c'est comme les vélos, c'est voilà, sauf que ça va beaucoup plus vite qu'un vélo. Pardon? Aussi la faute du conducteur aussi. Ouais, le problème c'est qu'après c'est les trottinettes qui ont besoin d'un conducteur, donc je peux pas blâmer la trottinette n'est qu'un outil. Je blâmerai automatiquement. Oui, tu blâmes plutôt le manque de civisme. Voilà, non, c'est juste que voilà, je pense qu'ils prennent même pas la mesure du danger qui peut exister parce qu'il n'y a aucune protection qu'on le veuille ou pas. À contrario, juste pour répondre à Amine, moi j'ai un trajet très très long pour arriver jusqu'à 2M. J'ai pratiquement 1 heure de route chaque jour. Il y a un monsieur qui fait pratiquement le même trajet que moi et qui est en trottinette, qui doit être poitriné aujourd'hui, et que les gens saluent, figure-toi maintenant, parce que voilà, c'est le seul que l'on voit faire quand même un énorme tronçon. Ce monsieur a son casque, s'arrête à tous les carrefours, il reste vraiment sur le bas-côté, ne double jamais, même quand il y a un bouchon. C'est pour ça que je te disais par rapport aux conducteurs, le respect aussi des conducteurs de trottinettes sur le code de la route. Au-delà de ça, je pense qu'on va aller vers un modèle français. Il en est convaincu, parce qu'au début, en France, donc à Paris, dans les grandes villes, il y avait des trottinettes partout. En location, c'était pas réglementé, on roulait sur le trottoir, etc. Il y a même eu des morts. Donc là, je pense que ça va mettre peut-être quelques mois, voire peut-être 1, 2 ans, 3 ans pour que ce soit réglementé, mais le gouvernement sera obligé de trouver une solution. Et puis aussi, je voulais dire un truc et j'ai oublié. C'est pas grave, ça va revenir. J'ai oublié. Mais il n'y a pas que les trottinettes, il y a les vélos électriques. Oui, mais la trottinette, c'est cet aspect un peu mobile, pratique. Un peu bobo surtout. Moi, j'en vois chaque jour. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est méchant. En faisant la navette, j'en vois chaque jour. Il rentre dans le train, il plie la trottinette, la pose. Voilà, il a dit c'est le dernier kilomètre. Pourquoi il vient pas avec de rabat? Moi, je trouve ça super. Pourquoi il vient pas avec de rabat? Ça tient pas, il n'y a pas de batterie. Et les vélos électriques, en termes de prix, on est sur les mêmes budgets ou c'est un peu moins cher? Non, ça peut commencer pareil à 10 000 et ça peut aller au-delà de 90 000 aussi. Après, c'est un investissement. Et puis, comme le dit notre ami Hicham au début, c'est un mode de vie. Et puis, par exemple, il y en a qui l'utilisent uniquement pour le kiff, le week-end, etc. Et puis, il y en a qui en font vraiment un usage quotidien pour aller au travail. Mais Amine, visiblement, préfère faire Amine le plein d'essence. Tu le répètes à l'envie, Amine est vieux, donc voilà, il fait avec son âge. Se promener sur la corniche et tout, moi je trouve ça génial en fait. Oui. Bon, c'est dangereux. Moi, à Casa, c'est dangereux. Parce qu'il n'y a pas, Rabat, ça va être réglementation. Moi, je les ai vus à Rabat. Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de. Il faut s'adapter. Il faut Je vous prie de vous arrêter. Je vous prie de vous arrêter de nous vendre une vie herbati sublimée par rapport à la vie de Casa. Je vous prie de vous arrêter. Je suis désolée. Mais ça va venir. Laisse-moi dire quelque chose. Les belles Rabat, c'est ce que je dis. Mais Rabat est très belle, aussi belle que les Casablanca. À Casablanca, c'est que les trottoirs sont tellement mal faits qu'on peut pas rouler sur les trottoirs. On va pas commencer à escalader. On peut pas marcher dessus non plus. Il ne nous reste que quelques minutes, s'il vous plaît. Asma, dans cette émission, nous avons une tradition. Nous finissons toujours et nous refermons l'hebdo en musique. Alors vous l'aurez remarqué, Yacine n'est pas là. On le salue, on l'embrasse très fort. Voilà. Notre Yacine national. Mais on a un remplaçant. Est-ce qu'il va assurer autant qu'Yacine? Du tout, pas du tout. J'ai juste mis la moumoute. J'ai mis la moumoute pour ressembler à Yacine. Ce sera la pépite de Amine Rahmouni. Tu nous excuseras avec le jingle de Yacine quand même. Avec plaisir, au contraire, c'est un jingle. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni. Madame Laouni, ça c'est que je suis triste aujourd'hui. Je suis triste parce que la Coupe du Monde a donc pris fin le week-end dernier en fait. Et si cette formidable équipe du Maroc a marqué l'histoire de la compétition, donc vous le savez, en atteignant les demi-finales inespérées, elle a surtout fait bien mieux encore. Elle a surtout conquis les cœurs et l'esprit de tous les Marocains. Elle l'a fait en fait pour toutes les raisons qu'on a citées tout au long de cette émission, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais cette conquête est dorénavant un bien précieux qu'il faudra jalousement garder, cultiver, surtout pérenniser. Pérenniser, pourquoi, Madame Laouni? Parce qu'en fait, il faut que je vous dise que le lien avec notre équipe nationale, et ça j'en sais quelque chose, c'était tellement distendu ces 20 dernières années à cause de choix hasardeux, de résultats braqueux, de comportements individuels douteux,
Ça, c'est une rime que Yacine n'aurait jamais pu faire. Non, t'en sais rien. Qu'il nous semblait donc impossible que l'on puisse recoller les morceaux un jour. Donc aujourd'hui, en fait, c'est arrivé qu'on a recollé ces morceaux-là. On en veut encore et encore et encore. Et un peu plus et toujours plus parce que nous sommes des gourmands. C'est pour ça que maintenant, en fait, que tout ça est fini, on se regarde tous dans les blancs des yeux. On se demande qu'on va combler la sensation de vide qui nous étreint tous finalement. Qu'allons-nous faire notre morne quotidien quand il a été bercé un mois durant en rythme de rencontre de football à 11h, à 14h, à 17h, puis à 20h? Comment est-ce qu'on va retrouver cette flambée de joie chaude et flamboyante qui nous a envahis sur un dribble d'Ounahi, un arrêt de Bounou, une panenka de Hakimi, un tacle d'Agerd ou une leçon de vie de Regragui? Oui, dites-nous donc comment faire parce qu'on est un peu perdu là, docteur. Comment est-ce qu'on va faire? Continuer ce rêve. Très bien. Continuer à rêver et à être heureux. Très bien. Alors, pour continuer à rêver, en fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'essayer de faire confiance à Regragui pour pérenniser tout ça, en fait, maintenir ce que vous dites, cet état de grâce vivace et longtemps encore. Comment? Il va falloir qu'on compte sur la capitalisation de l'expérience et les acquis de notre entraîneur. Parce que je vais vous donner une anecdote. Vous savez, en 2004, il avait atteint, en tant que joueur, parce qu'il était joueur d'équipe nationale, la finale de la CAN perdue contre la Tunisie. Contre la Tunisie en Tunisie. Il était persuadé, et disait-il, qu'avec la génération dorée à laquelle il appartenait, qu'ils allaient tout déchirer sur leur passage. Qu'on ira en fait en Coupe du Monde 2006 et que cette équipe même gagnerait la CAN d'après, celle de 2006 toujours. Et sachez qu'il n'en a rien été. L'équipe a explosé en vol dans la foulée et sa fin de carrière donc de Regragui en équipe nationale s'est faite dans un anonymat total. Donc je suis certain que lui va se servir de ça pour mobiliser ses troupes et les ambiancer. Tout comme Distinct, ça c'est ma petite transition à la Yacine Tiabouktir, l'a fait tout au long de ce merveilleux mois avec les joueurs de l'équipe nationale qui ont fait de sa guimauve sirupeuse et amoureuse un hymne à la joie en fait. Donc ce Maroco-Belge, originaire du nord du Maroc, comme une bonne partie de nos joueurs, il faut le savoir, et surtout comme notre sélectionneur Walid Regragui, a su trouver les mots justes pour toucher le cœur attendri de nos gladiateurs. J'ai pas le talent de storyteller de Yacine Tiabouktir, mais j'ai le sens de sa formule. Et comme il dit toujours, avec Distinct et son tube du mondial marocain Razala, d'abord repris. Razali ou Razala, c'est pas important. Razala. D'abord repris par Al-Hamid Sabiri, le joueur, et enfin dans sa version originale. Merci. La version originale avec laquelle on va la garder en fond musical. Autre tradition, le dernier mot, il vous revient, le message que vous avez envie d'adresser à nos auditeurs qui vous ont suivis durant cette émission, que ce soit par rapport au sujet du jour ou autre. Vous avez carte blanche. Par rapport à tous ces sujets, comme je l'ai dit, il faut jamais perdre confiance en soi. Je crois que la meilleure leçon de ce coach, qui est pour moi un grand psychologue, c'est ça, c'est ne jamais perdre confiance et toujours croire en l'avenir et avoir un rêve et avoir la volonté de concrétiser ce rêve. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Rabia al-Adawiya, à lire absolument, pas simplement par les femmes, s'il vous plaît, par tout le monde. Excuse-moi, le titre, c'est Rabia al-Adawiya, mysticisme et liberté. C'est important. Oui, c'est important, surtout la notion de liberté. Tout le monde regarde par là-bas. Vous faites un au revoir à tout le monde. Merci de nous être toujours fidèles. On était ravis de vous retrouver et puis se retrouve. Oui, c'était formidable. La semaine prochaine. On a passé une super émission. Pour la dernière de l'année d'ailleurs. Oui, on se retrouve pour la dernière de l'année la semaine prochaine. Ciao.